Je me souviens encore du rire de cette nuit-là. Pas le genre chaleureux qui vous enveloppe comme un cachemire en hiver, mais le genre tranchant, acéré, qui laisse des marques invisibles. 11 ans se sont écoulés depuis cette soirée au pavillon Dauphine à Paris, et pourtant, je revois chaque détail avec la clarté d'hier. Le tintement du cristal, le parfum entêtant des lits, la façon dont la lumière se brisait à travers les lustres au plafond. J'avais 10 à 9 ans. Je portais une robe trouvée dans un dépôt-vente, pensant naïvement qu'elle me donnerait l'air d'être à ma place. J'avais tellement tort. Je me souviens du moment exact où j'ai compris que ma famille ne m'aimait pas. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et si vous avez déjà vécu un moment pareil. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Le pavillon n'était pas juste une salle de réception. C'était la forteresse de la vieille bourgeoisie et de préjugés encore plus anciens. Je me tenais au bord de la salle de bal, serrant mon sac à main comme une bouée de sauvetage. Ma sœur, Camille, fêtait ses fiançailles avec un homme dont le nom de famille ornait la moitié des immeubles haussmanniens de la ville. Je n'étais que sa petite sœur, celle qui étudiait grâce à une bourse, celle qui faisait tache dans le décor. J'ai fait un pas vers la table d'honneur, celle drapée de soie blanche où la famille proche se rassemblait. Mon cœur battait un rythme effréné contre mes côtes. Je voulais juste m'asseoir. Je voulais juste faire partie de la fête. C'est là qu'Éléonore m'a interceptée. Ma cousine Éléonore. Elle avait 24 ans, blonde et polie jusqu'à en devenir éblouissante. Elle m'a barré la route, une coupe de champagne à la main, son sourire crispé et dénué de toute chaleur. « Où crois-tu aller comme ça, Chloé ?» demanda-t-elle, sa voix portant juste assez pour faire tourner les têtes. J'ai fait un geste vague vers la chaise vide à côté de Camille. Je voulais juste m'asseoir avec la famille. Éléonore laissa échapper un petit rire incrédule. « Oh, ma chérie, cette table est pour les héritiers. Cette table est pour les gens qui contribuent réellement à l'héritage. » Elle se pencha plus près, son parfum sucré et écœurant m'envahissant. « Le personnel mange à la cuisine. Chloé, va te trouver un coin dehors. » Les mots n'ont pas seulement fait mal, ils m'ont effacé. J'ai regardé par-dessus son épaule, vers Camille. Ma sœur, celle avec qui j'avais partagé une chambre, qui avait promis qu'on veillerait toujours l'une sur l'autre. Camille me regardait droit dans les yeux. Elle avait tout entendu. J'ai vu sa main se crisper sur son verre de vin. J'ai vu sa bouche s'entr'ouvrir légèrement. Et puis, je l'ai vue se détourner. Elle a commencé à parler à la mère de son fiancé, comme si je n'avais jamais existé. C'est là que les rires ont commencé. Une onde d'amusement venant des tantes et des oncles qui avaient observé l'échange. Ils ne riaient pas parce que c'était drôle. Ils riaient parce qu'ils étaient soulagés. Dans une famille comme la nôtre, la cruauté était une monnaie d'échange. Et tant que c'était quelqu'un d'autre qui payait l'addition, tout le monde se sentait en sécurité. C'est le piège de la cruauté normalisée. Quand la toxicité est la norme, le silence devient une survie. Ils ne me détestaient pas, nécessairement. Ils avaient juste peur de devenir la cible s'ils me défendaient. C'était plus facile de se joindre au rire que de rester seul dans le silence. Je n'ai pas pleuré. Pas là-bas. Je ne leur aurais pas donné cette satisfaction. J'ai fait demi-tour, et je suis sortie de la salle de bal, mes talons claquant sur le sol en marbre comme un compte à rebours. Je suis passée devant le portier qui a regardé à travers moi. Je suis sortie dans la nuit froide de Paris. Je n'avais pas d'argent pour un taxi, et je ne pouvais pas retourner à la cité universitaire car ma colocataire organisait une soirée à laquelle je n'étais pas invitée non plus. Alors j'ai marché. J'ai marché pendant des heures jusqu'à ce que les ampoules sur mes talons éclatent et saignent dans mes chaussures. J'ai fini à la bibliothèque Sainte-Geneviève. C'était l'un des rares endroits ouverts tard qui ne demandaient pas de droit d'entrée. J'ai trouvé un coin dans les rayonnages, caché derrière des rangées de manuels de droit des affaires. Je me suis assise par terre, ramenant mes genoux contre ma poitrine, et j'ai laissé le silence m'envahir. C'est là, sous le bourdonnement fluorescent des lumières, que les larmes ont fini par s'arrêter. Et quelque chose d'autre a pris leur place. Une clarté froide et dure. J'ai réalisé alors que les larmes étaient un gaspillage d'hydratation. Les émotions étaient des passifs dans un grand livre comptable qui ne s'intéressait qu'aux actifs. Ma famille ne respectait ni l'amour ni la loyauté. Ils respectaient le levier. Ils respectaient le pouvoir. Et à ce moment précis, je n'avais ni l'un ni l'autre. Mais c'était une variable que je pouvais changer. J'ai tiré un livre de l'étagère, Gouvernance d'entreprise et fraude financière. Je l'ai ouvert à la première page. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai lu jusqu'à ce que mes yeux brûlent et que le soleil se lève sur la Seine.
J'ai fait un serment à la bibliothèque vide, aux grains de poussière dansant dans la lumière du matin. Je ne m'assiérai plus jamais à une table que je ne possédais pas. Je construirais ma propre table, et elle serait faite d'acier, de levier, et du genre de pouvoir qu'on ne peut pas balayer d'un rire. 11 ans plus tard, je me tenais devant les baies vitrées de mon bureau au 42e étage. À la Défense. La ville en contrebas était une grille de lumière dorée, un circuit imprimé tentaculaire de pouvoir et d'argent. Je n'étais plus la fille à la robe d'occasion. J'étais Chloé, l'auditrice forensique en chef de l'un des cabinets de gestion de crise les plus impitoyables d'Europe. Mon nom était murmuré dans les conseils d'administration quand les PDG réalisaient que leur directeur financier avait maquillé les comptes. J'étais la personne qu'on appelait quand on avait besoin d'une autopsie de l'âme d'une entreprise avant l'ouverture de la bourse. Ce n'avait pas été une ascension glamour. C'était une ascension à travers du verre brisé. Pendant les 5 premières années, j'ai vécu dans un studio mal isolé à Aubervilliers, qui sentait perpétuellement le chou bouilli et les gaz d'échappement. Je travaillais 10 à 8 heures par jour. Je suis devenu un fantôme dans la machine de la finance d'entreprise. Pendant que mes pères sortaient pour des fois afterworks ou planifiaient des week-ends à Deauville, j'étais au bureau, mangeant des plats à emporter froid sous le ronronnement des serveurs. J'auditais des grands livres jusqu'à ce que les chiffres dansent derrière mes paupières. J'ai appris à repérer une société écran à la simple inclinaison d'une signature. J'ai appris à sentir l'odeur de la peur dans un bilan financier. Les gens aiment les histoires de succès instantanés parce que ça les dispense du travail. Mais ça n'existe pas. Il n'y a que le labeur. Il n'y a que l'accumulation implacable et sans glamour de la compétence. Je n'avais pas de filet de sécurité. Je n'avais pas de fiducie familiale ou de réseau d'oncles à appeler pour des faveurs. J'avais mon cerveau et ma capacité à travailler plus dur que tous ceux qui osaient me sous-estimer. Je me suis transformée en une arme de précision. J'ai cessé d'être une personne qu'on pouvait blesser pour devenir une personne qui résolvait des problèmes. Et oui, j'étais seule. Je passais mes Noëls à réviser des dossiers. Je passais mes anniversaires à m'offrir une bouteille de vin légèrement plus chère dans un appartement silencieux. Les étrangers regardaient ma vie les dîners solitaires, les week-ends vides, et y voyaient une tragédie. Ils voyaient une femme qui avait sacrifié les liens humains pour l'ambition, mais ils ne comprennent pas la physique de la survie. Ce n'était pas de la solitude. C'était une armure. C'est la chaîne invisible du survivant. Quand vous venez d'une famille qui vous traite comme un passif toxique, l'isolement n'est pas une punition. C'est une quarantaine. J'ai dû couper le membre pour sauver le corps. J'ai dû construire un mur si épais et si haut que leur voix ne pouvait plus m'atteindre. Chaque heure passée à travailler était une brique dans ce mur. Chaque promotion était une couche d'acier. Je ne me cachais pas du monde. Je construisais une forteresse où les seules règles qui comptaient étaient celles que j'écrivais. Je voyais ma solitude comme un avantage tactique nécessaire. Pendant que les autres étaient distraits par les obligations sociales et le désordre inefficace des drames familiaux, j'aiguisais ma lame. J'avais effacé la fille qui se tenait dans cette salle de bal à Paris. Elle était un handicap. Elle était faible. La femme qui la remplaçait était froide, efficace et incassable. J'avais organisé ma vie pour être intouchable. Mon appartement était un chef-d'œuvre de design moderne, lignes épurées, couleurs neutres, rien qui dépasse. Mon compte en banque était assez sain pour racheter ce club privé en entier si je le voulais, mais je ne voulais pas l'acheter. Je voulais oublier qu'il existait. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Mon téléphone vibra sur le bureau en acajou, brisant le silence. C'était mon assistant, m'informant que la voiture était prête. J'avais une réunion tardive avec un client potentiel, un PDG de la Terre. Il avait besoin d'un audit approfondi sur une fusion qui allait trop vite. J'ai vérifié mon reflet dans la vitre. Le tailleur était ajusté, l'expression illisible. J'étais prête. J'ai pris ma mallette et je suis sortie du bureau. L'architecte de l'ombre allait se mettre au travail. La réunion a eu lieu dans un salon privé d'un restaurant étoilé près des champs, Élysée. L'air sentait la truffe et le désespoir silencieux. Antoine était assis en face de moi, un homme qui avait bâti un empire technologique depuis un garage en banlieue. Il ne ressemblait pas au vampire de la vieille bourgeoisie avec qui j'avais grandi. Il ressemblait à un homme qui gagnait sa vie en résolvant des problèmes. Et là, il en regardait un qu'il ne pouvait pas résoudre avec du code. Il poussa un dossier épais sur la table en acajou. « Je fusionne mes actifs avec la fondation de Montmirail, dit-il, la voix basse. C'est une fusion par alliance. Je me marie dans la famille le mois prochain. Je n'ai pas encore touché le dossier. Je l'ai juste observé. Félicitations, dis-je. Le mot était plat. Un simple marqueur de politesse.
Ne me félicitez pas encore, répondit Antoine en se massant les tempes. Les documents financiers qu'ils ont fournis. Ils sont parfaits. Trop parfaits. On dirait un décor de théâtre. De l'extérieur, le patrimoine des Montmirail est une forteresse de richesse. Mais chaque fois que je demande une analyse approfondie de la liquidité de la fondation, je me heurte à un mur avec la cousine. Éléonore. Elle prétend que c'est une question de confidentialité traditionnelle. J'appelle ça des signaux d'alarme. Montmirail. Le nom n'a pas déclenché le moindre tressaillement sur mon visage, mais mon sang s'est glacé. La fondation de Montmirail était le moteur financier de ma famille. C'était la source de cette arrogance vieille France qui avait alimenté la cruauté d'Éléonore et le pouvoir de mon oncle Charles. Antoine allait épouser Camille. Ma sœur, la sœur qui m'avait tourné le dos dans une bibliothèque il y a 11 ans, allait épouser un milliardaire. Et ce milliardaire était assis en face de moi, me demandant de trouver la pourriture dans son arbre généalogique. Il ne savait pas. Pour lui, j'étais Chloé Valmont, l'auditrice qui avait fait tomber le PDG corrompu d'un géant de la logistique le trimestre dernier. J'avais changé mon nom légalement le jour où j'avais réussi l'examen du barreau. J'avais nettoyé Internet de tout lien avec la fille à la robe d'occasion. « De quoi avez-vous besoin, Antoine ?» demandai-je, la main posée sur le dossier. « J'aime Camille, » dit-il. Et pendant une seconde, son masque pragmatique glissa. Elle est bien, mais elle est passive. Elle laisse sa famille tout diriger. Si je fusionne avec eux et qu'il y a un trou noir dans cette fondation, ça pourrait entraîner mon entreprise dans sa chute. J'ai besoin que vous découvriez s'ils sont solvables ou s'ils ne sont que des fantômes coûteux. Et j'ai besoin que ce soit fait avant le mariage. J'ai ouvert le dossier. Ils étaient là. Les noms qui hantaient mes cauchemars depuis une décennie. Oncle Charles, Éléonore, Camille, une liste d'actifs que je n'avais jamais eu le droit de toucher. Si je prends cette affaire, dis-je en soutenant son regard, je la décortique. Je ne fais pas de scan de surface. Je vais jusqu'à la moelle osseuse. S'il y a du vol, je le trouverai. S'il y a de la fraude, je l'exposerai. Et je ne protégerai les sentiments de personne. Pas même ceux de votre fiancé. Antoine hocha la tête sombrement. C'est pour ça que je vous engage. Tout le monde dans cette ville a trop peur du nom Montmirail pour poser les questions difficiles. J'ai besoin d'un requin. Je ne suis pas un requin, corrigeai-je. Je suis l'horizon des événements. Une fois que je commence, il n'y a pas de retour en arrière. Bien, dit-il. Vous êtes engagé. Je suis sorti de ce restaurant avec les clés de la destruction de ma famille dans ma mallette. Ce n'était pas une vengeance. C'était un contrat, un mandat juridiquement contraignant pour exposer la vérité qu'il cachait derrière des rideaux de soie depuis des générations. Antoine venait de me tendre l'arme que j'avais passé 11 ans à forger. Quand je suis rentrée à mon appartement, un sanctuaire aux murs de verre surplombant la Seine, une lettre m'attendait sur l'îlot de la cuisine. Mon concierge l'avait montée. C'était du papier cartonné lourd, couleur crème, avec une dorure à chaud. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était. J'ai fendu l'enveloppe avec un coupe-papier. Nous avons le plaisir de solliciter votre présence au mariage de Camille de Montmirail et Antoine Rousseau. C'était une invitation de pitié, envoyée à la dernière minute à la sœur éloignée, pour cocher une case de convenance sociale. Il s'attendait à ce que je la jette. Il s'attendait à ce que la petite souris qui s'était enfuie reste loin. Ou, si je venais, il s'attendait à ce que je m'assoie au fond, reconnaissante d'apercevoir leur gloire. J'ai regardé l'invitation, puis le dossier d'audit sur mon bureau. Le timing était d'une perfection mathématique. Je n'allais pas à Deauville en tant qu'invitée. Je n'y allais pas en tant que sœur. J'y allais en tant qu'auditrice forensique en chef, avec le pouvoir d'opposer son veto à la fusion qui était censée les sauver. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon assistant. « Libérez mon emploi du temps pour le week-end du 12, dis-je. J'ai un mariage à honorer. » Le domaine de Deauville était une forteresse d'arrogance perchée sur une falaise dominant la Manche. L'air salin se mêlait à l'odeur de l'argent ancien et du désespoir. Je suis arrivée dans une berline de location, pas en hélicoptère, mais l'effet était similaire. Je suis sortie sur l'allée de gravier, portant un tailleur gris anthracite qui coûtait plus cher que toute ma scolarité à la fac. Mes talons crissaient sur les pierres, un son qui résonnait comme des tambours de guerre. Je n'étais plus Chloé la parente pauvre. Je n'étais plus la fille à la robe d'occasion. J'étais Chloé Valmont, la femme qui pouvait mettre une entreprise à nu, jusqu'à l'os, et trouver les fractures. Et j'avais une mallette pleine de fractures.
Le dîner de répétition avait lieu sur la pelouse arrière, sous une tente blanche qui gonflait dans la brise marine. C'était élégant, de bon goût et étouffant. Je marchais vers l'entrée, mon badge d'accréditation de sécurité, discrètement clipsé à l'intérieur de mon blazer, un rappel pour moi-même de qui j'étais vraiment ici. Éléonore m'a repéré la première. Évidemment. Elle tenait court près du bar à huîtres, un verre de vin rouge à la main, ayant tout de la reine des abeilles qu'elle était à 24 ans. Elle en avait 35 maintenant, mais la cruauté dans ses yeux n'avait pas pris une ride. « Eh bien, regardez ce que la marée a ramené », annonça-t-elle, sa voix couvrant le murmure poli des conversations. « Chloé, on ne pensait pas que tu oserais te montrer. Tu es venue demander l'aumône? Ou juste pour gâcher l'esthétique ?» La famille a ri. C'était le même rire, ce même gloussement nerveux et soulagé qui disait « Dieu merci, c'est elle, et pas moi ». Camille se tenait à côté d'Éléonore. Elle était belle et terrifiée. Elle m'a vue, ses yeux s'écarquillant, puis elle a baissé les yeux vers ses chaussures. 11 ans plus tard, et elle étudiait toujours le sol pendant que je saignais. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas tressailli. J'ai marché droit vers Éléonore jusqu'à être assez proche pour sentir les tanins coûteux dans son haleine. « Je ne suis pas là pour l'aumône, Éléonore, » dis-je, ma voix calme, posée, professionnelle. « Je suis là pour un audit. » Elle cligna des yeux, confuse pendant une microseconde avant que le ricanement ne revienne. « Un audit? Oh, ma chérie, tu as toujours eu la folie des grandeurs. Tu n'es même pas une invitée. Tu es un cas social. » Elle fit un pas de plus, envahissant mon espace personnel, et puis, avec une maladresse calculée, elle inclina son verre. Le vin rouge éclaboussa le devant de mon tailleur anthracite, imprégnant le tissu comme une blessure. « Oups !» fit Éléonore, son sourire tranchant comme un rasoir. « Que je suis maladroite. On dirait que tu vas devoir manger à la cuisine après tout. On ne peut pas te laisser tacher les nappes. » Le silence qui suivit fut absolu. Tout le monde regardait, attendant que je pleure, attendant que je m'enfuis, attendant que la souris retourne se cacher dans le mur. J'ai baissé les yeux sur la tache. C'était humide et froid contre ma peau. Je ne l'ai pas essuyé. Je n'ai pas haleté. J'ai relevé les yeux vers Éléonore. Et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de voir sa proie mettre le pied dans le piège. « Merci », dis-je. C'est exactement la donnée comportementale qui me manquait. « De quoi tu parles ?» aboya Éléonore, son assurance vacillant pour la première fois. « Tu verras », dis-je. Je me suis retournée et j'ai marché vers la table d'honneur, pas dans la direction opposée. Le dîner de répétition allait commencer, et j'avais un siège à réclamer. Antoine était déjà debout. La pièce était devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre les vagues s'écraser contre les falaises au dehors. « Éléonore », dit Antoine, sa voix portant facilement jusqu'au fond de la tente. « Assieds-toi, s'il te plaît. Tu fais une scène. »« Je fais une scène ?» s'indigna Éléonore, en me désignant d'une main manucurée. « 7. Cette personne s'incruste à mon dîner de répétition. Appelle la sécurité, Antoine. Maintenant. » Antoine ne regarda pas la sécurité. Il me regarda, puis il contourna la table d'honneur, passa devant une Camille stupéfaite, devant un oncle Charles renfrogné, et tira la chaise directement en tête de table, la place d'honneur habituellement réservée au patriarche. « Chloé ne s'incruste pas », annonça Antoine, la voix ferme. « Elle n'est pas une invitée. » Il se tourna vers Éléonore, l'expression dure. « Elle est l'auditrice forensique en chef que j'ai engagée pour examiner la fondation de Montmirail avant que cette fusion ne procède. Et à moins qu'elle ne vous donne le feu vert, il n'y a pas de fusion. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas d'argent. » Le hoquet de surprise qui traversa la salle aspira tout l'air de l'attente. Oncle Charles se leva si vite que sa chaise bascula. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous l'avez engagée ? » « J'ai engagé la meilleure, » répondit Antoine. « Il se trouve qu'elle est de la famille, ce qui rend ce qu'elle a trouvé encore plus intéressant. » Il me fit signe. Je m'assis sur le siège de tête. Je posai ma mallette sur la nappe blanche, juste à côté du centre de table en cristal. Je fis claquer les fermoirs. Le bruit fut assourdissant dans le silence. J'en sortis un unique dossier épais, relié en rouge. Je le glissai sur la table vers oncle Charles. « Tout est là ?» dis-je, ma voix projetant clairement. Les sociétés écrans au Luxembourg. Les honoraires de consultation, versés à des firmes qui n'existent pas.
les factures pour des rénovations sur des propriétés que vous ne possédez pas. Je regardais Éléonore. Son visage s'était vidé de ses couleurs, laissant son maquillage ressortir en un contraste saisissant. Tu as saigné la fondation à blanc depuis 5 ans, Éléonore, dis-je. 5 millions d'euros. Tu n'as pas juste dépensé les intérêts. Tu as mangé le capital. Tu as volé ton père, tes cousins et ton propre avenir. C'est un mensonge, hurla Éléonore. Mais sa voix se brisa. Papa, dis-lui qu'elle ment. Oncle Charles ouvrit le dossier. Ses mains tremblaient. Il feuilleta les pages virements bancaires. Signature. Date. Il s'arrêta sur la photocopie d'un chèque. Il leva les yeux vers sa fille. Le visage gris. C'est ta signature, murmura-t-il. Sur le retrait pour le fonds de restauration. L'argent pour la toiture du domaine. Tu l'as pris? J'en avais besoin, cria Éléonore, son calme volant en éclats. Maintenir ce train de vie. Tu sais combien ça coûte? Je l'ai fait pour nous, pour sauver les apparences. Tu l'as fait pour toi, coupai-je. Et tu l'as fait tout en me traitant comme de la boue parce que je n'avais pas de fonds fiduciaires. L'ironie. Éléonore, c'est que la seule raison pour laquelle j'ai de l'argent aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé pour l'avoir. La seule raison pour laquelle tu as de l'argent, c'est parce que tu l'as volé. Et yes. Antoine se pencha en avant. La fusion est suspendue, dit-il à oncle Charles. Avec effet immédiat. Mon entreprise n'acquérera pas un passif, à moins que les fonds volés ne soient restitués, et que la partie responsable ne soit définitivement exclue de la fondation. Oncle Charles regarda d'Antoine à moi, puis sa fille en pleurs. Le calcul dans ses yeux était visible. C'était un homme qui aimait son statut plus que son enfant. Elle est dehors, dit oncle Charles, la voix rauque. Éléonore est exclue de la fondation. Nous coopérerons avec l'enquête. Papa, gémit Éléonore en agrippant son bras. Il la repoussa. Sécurité, dit calmement Antoine. 2 hommes massifs en costume sombre sortirent de l'ombre. Ils n'étaient pas là pour moi. Ils marchèrent droit vers Éléonore. Veuillez raccompagner Menmou de Montmirail hors de la propriété, ordonna Antoine. Et appelez les autorités. Nous avons un vol à signaler. Éléonore hurla quand ils lui prirent les bras. Elle donna des coups de pied et se débattait, traînant ses talons dans le gravier alors qu'il l'emmenait. La dernière chose que je vis fut son visage, déformé par des sanglots laids et terrifiés, avant qu'elle ne disparaisse dans l'obscurité. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Je me levai. Je refermai ma mallette. Je regardais la table des gens qui s'étaient moqués de moi 11 ans plus tôt. Ils fixaient leurs assiettes, terrifiés, à l'idée de croiser mon regard. « Bon dîner », dis-je. Je crois que l'addition est réglée. Je me retournai et partis. Les autorités attendaient au portail. Alors qu'Éléonore était poussée dans une voiture, la réalité de sa situation semblait enfin percer son déni. Le dernier aperçu que j'eus fut son regard fixe par la fenêtre, le visage figé dans l'incrédulité. Camille me suivit sur l'allée de gravier. Son visage était strié de larmes, son maquillage ruiné. « Chloé !» sanglota-t-elle, en cherchant à prendre mon bras. Je reculai. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas pour l'argent. J'avais juste peur d'elle. Elle a toujours été si. Je suis désolée. Je suis tellement désolée pour tout. Pour Paris. Pour le vin. Pour ne pas avoir été une sœur. Je la regardais. Je la regardais vraiment. Elle n'était pas méchante. Elle était juste faible. Et dans mon monde, la faiblesse était un choix. Tu n'avais pas peur, Camille, dis-je, ma voix dénuée de colère. Tu étais confortable. Tu aimais les fêtes, les vêtements et le prestige. Et le prix de ton confort, c'était mon humiliation. Tu étais prête à le payer à l'époque. Maintenant, l'échéance est tombée. S'il te plaît, supplia-t-elle. Ne pars pas comme ça. On peut arranger les choses. Tu es de la famille. J'ai une famille, dis-je. Je l'ai construite moi-même, avec des gens qui me respectent. Je me détournai et montai dans la berline. Alors que nous partions, je ne regardais pas le manoir en arrière. Je ne regardais pas la sœur pleurant dans l'allée. Je regardais droit devant, vers la route qui s'étendait vers la ville. 2 semaines plus tard, j'étais assise seule à une table pour une personne chez un grand chef parisien. Le sommelier versa un pinot noir grand cru. Je n'avais pas besoin de vérifier le prix. Je n'avais pas à m'inquiéter de savoir si j'étais à ma place. Antoine était toujours un client. Nous finalisions la restructuration des actifs de son entreprise.
complètement séparé de la fondation de Montmirail. Il me respectait. Il me payait bien, mais nous n'étions pas amis. C'était la limite. Je pris une gorgée de vin. Il avait le goût de la victoire. Pas la victoire brûlante et désordonnée de la vengeance, mais la victoire fraîche et propre de la justice. Je n'avais pas détruit Éléonore parce que je la détestais. J'avais simplement permis à la vérité de faire son œuvre. La justice ne consiste pas à allumer des incendies. Elle consiste à planter des graines. J'avais planté la graine de la responsabilité dans un jardin qui n'avait jamais connu que le privilège. Et maintenant, j'étais libre. Je regardais autour de moi dans le restaurant. Les rires ici n'étaient pas tranchants. C'était juste un bruit de fond. Je n'étais plus la fille qui cherchait une place. J'étais la femme qui possédait la table. Si vous avez déjà dû construire votre propre table parce qu'il ne voulait pas vous donner de siège, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.